Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 2 juin 2018. Tout de suite les titres. Le Téléthon national de l'hôpital régional de Ziguinchor prévu pour ce 2 juin est reporté à une date ultérieure. L'annonce a été faite par le directeur du dit hôpital qui était en conférence de presse ce vendredi. Il reviendra sur les raisons de ce report dans ce journal. Le village de Ouniok, situé dans la commune de Sindian, traverse des difficultés qui ralentissent son développement. Les populations qui ne supportent plus cette situation invitent l'État à leur venir en aide. Les détails, ça sera avec Lamine Badiane. Vous aurez dans ce journal les pages internationales et sportives qui vous seront respectivement présentées par Sissa Okoli et Mafou Kouyaté. La revue de la presse mettra fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, le Téléthon national de l'hôpital régional de Ziguinchor, initialement prévu pour ce samedi 2 juin 2018, est finalement reporté jusqu'au mois d'octobre prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par le directeur du dit hôpital, Martial Kolibop, revient sur les raisons de ce report au micro de Sissa Okoli. L'activité du Téléthon devra se tenir normalement durant le mois d'octobre. Mais permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble des autorités administratives, les autorités locales, mais également les organes de presse qui, depuis le départ de ce Téléthon, nous ont accompagnés dans le cadre du processus. J'aimerais également remercier les autorités centrales qui nous ont aussi accompagnés dans le cadre de ce processus. Et nous considérons que ce report permettra d'affiner davantage les stratégies du Téléthon. Mais ça permettra aussi d'impliquer davantage la population. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de demander à la population de comprendre que ce report n'est que bénéfique pour la population, mais également pour l'hôpital régional de Ziguinchor. Et c'est ce qui nous galvanise d'ailleurs à faire en sorte que, au mois d'octobre, nous puissions davantage atteindre les résultats escomptés par rapport à ce Téléthon. Effectivement, et nous avons rencontré le directeur général de la RTS qui s'est engagé à nous accompagner au mois d'octobre. Et cet appel nous a permis au niveau du comité de pilotage d'accepter sa proposition. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous allons faire en sorte que ces actions puissent se traduire en des éléments concrets par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Comme la plupart des localités du Nord Sindian, le village de Ouniok fait face à des difficultés liées à l'enclavement et au manque d'infrastructures sociales de base, une situation que ne supportent plus les populations qui réclament leur part des stratégies de développement de l'État. Le compte rendu avec Lamine Badiane. Ouniok, ce village situé au nord-est de Sindian semble être abandonné à son propre sort et ce, malgré sa proximité avec le chef-lieu de commune. Ouniok se situe à 1 km de Sindian, mais Ouniok n'a rien. Ouniok est comme tous les autres villages qui sont là. Vous avez vu que vous-même, en venant sur la route, vous avez vu comment est la route de Ouniok à Sindian. Et vraiment, ça sera très difficile, surtout une population qui est basée sur l'agriculture, les plantations. Si tu n'as pas de route, ça revient à zéro. Permettre aux commerçants de pouvoir pénétrer jusqu'au village pour pouvoir acheter ces genres de plantations. C'est très difficile, la population souffre vraiment.
Enclavé, le village ne dispose pas non plus d'électricité, ce qui rend les élèves moins compétitifs que leurs camarades des autres localités. C'est très difficile, les élèves parfois tu vas voir avec une lampe torche de dizaines d'élèves qui viennent se regrouper, parfois même certaines ne peuvent pas étudier parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est très difficile pour quelqu'un qui est 24 heures sur 24 avec la lumière pour être au même niveau avec cet ami-là. La question de l'eau se pose également avec acuité. Quelques points d'eau seulement pour satisfaire tout un village. Je peux dire de 2 bons puits que tu vas retrouver en profondeur de 12 à 15 mètres. Vraiment, c'est très difficile pour nos mamans qui cuisinent parce que nous, on n'a pas le temps, on va à l'école à tout moment. D'où cet appel en direction des pouvoirs publics. Nous voulons que l'État jette un œil sur notre population. Vraiment, on ne dit pas que l'État nous a oubliés, mais vraiment, nous voulons que s'il ne nous a pas oubliés, il nous fait savoir que nous avons des frères et confrères ou des mamans qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire au New York. Malgré ces difficultés, les populations ne baissent pas les bras. Elles vivent leur situation avec dignité tout en réclamant leur part des projets et programmes de l'État pour qu'elles sortent de la précarité chronique. Les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, originaires de Goudomp, peuvent désormais compter sur Maître Tamaro Seydi qui vient de leur octroyer 200 000 francs CFA en guise de subvention pour des tickets de restauration. Elle a également appuyé par la même occasion les imams de la commune à travers un don en denrées de première nécessité, suivant les explications de son représentant dans la zone, Omar Michel Seydi, au micro de Lamine Diop. Nous venons de faire un don de riz, 3 tonnes et demi de riz, 260 kilos de sucre et 275 kilos de dattes venant de Maître Tamaro Seydi, Madame Diallo. Pendant ce mois béni de Ramadan, Tamaro vient encore une fois soutenir les populations de Goudam. À l'occurrence, tous les 20 imams de Goudam et à peu près 90 à 100 familles. Nous avons eu à choisir pour leur donner du riz, du sucre et des dates, plus 200 000 francs qu'elle a octroyé aux étudiants de Goudam qui sont au niveau de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Un soutien qui intervient dans le cadre des tickets de restaurant. Soumettre les difficultés que vivent nos neveux et nos cousins au niveau de l'université Hassan Sek de Ziguinchor pour ce qui concerne le logement. Ils nous ont interpellés et ils ont vraiment déploré le fait qu'ils sont dans des difficultés pour se loger. Mais bon, ce même faux gens, on ne manquera pas de poser ce problème au niveau de nos responsables. Ce 17e jour du Ramadan symbolise la bataille de Badr, une guerre sainte emportée par le prophète Mohammed sur des ennemis hyper armés pour la cause de l'islam. L'imam Daouda Dramé est revenu sur les enseignements à tirer de cet événement. Le 17e jour du Ramadan correspond à la bataille de Badr, Ghazwat Badrin, qui est la première guerre sainte dans l'histoire de la religion musulmane. Alors ce qu'on peut en tirer comme enseignement, c'est que d'abord que nous les musulmans d'aujourd'hui, qu'on sache que à l'aube de l'islam, il y a eu des musulmans comme nous qui se sont sacrifiés pour défendre l'islam. Ça c'est un. Deuxièmement, cette bataille ayant eu lieu pendant le Ramadan et le 17e jour du Ramadan, au moment où les corps commencent à manquer d'eau, malgré tout, ils ont combattu, ils n'ont pas fléchi, ils ont été courageux. Donc nous également, il ne faut pas qu'on prétexte du Ramadan pour devenir paresseux, pour nous désengager par rapport à nos devoirs, mais plus le Ramadan doit nous renforcer dans nos convictions, mais également nous renforcer à accomplir nos devoirs le plus correctement possible et ne pas faire preuve de paresse. Après la réception des clés des minibus Tata le 18 mai dernier par les transporteurs de Kolda, ces véhicules de transport ont été mis en circulation ce jeudi. Le président du GIE des transporteurs a profité de l'occasion pour livrer quelques conseils aux usagers. Kamor Djanté au micro de Samba Seydi.
les véhicules appartiennent à des coldois qui doivent travailler et verser à AFTU. Ensuite, pour le parrain. Personne ne peut parler de cette affaire-là, moi en tout cas personnellement, ne peut parler de ce projet-là sans parler du parrain, je veux nommer Serigne Sané. Tout le monde connaît que ce garçon est un symbole pour le transport à Kolda. Est un sportif vraiment à temps plein, qui a tout donné au sport coldois. Un garçon qui a servi Kolda à travers ces transports, tellement il était disponible, serviable et respectueux. Et unanimement, tous les Koldois ont accepté qu'il soit le parrain de ce GIE. Je crois que donc, rien que pour cela, la jeunesse Kolda doit s'approprier de ce projet. Et Inch'Allah, prier pour que dans les 4-5 mois, si nous réussissons en tout cas à faire de bons résultats, si ce projet devient rentable, on peut passer de simple, c'est-à-dire de 15 bus à 20 bus, ou même 25 bus. Saint-Louis a commencé avec 15, avec 25, ils sont à 100 bus, 105. A démarré avec 19 bus, aujourd'hui ils sont à 55, 3 ans après. Kolda, c'est sûr que, compte tenu de l'urgence qu'il y a pour la mobilité urbaine, et ce que nous venons de constater, vous allez constater avec nous que le GIE Serigne Sané a réussi au moins à créer 73 emplois en temps plein. Emplois directs, je ne parle même pas des emplois indirects. Nous avions des chauffeurs, chaque véhicule a 2 chauffeurs, 2 receveurs, donc un chauffeur titulaire et son suppléant, un receveur titulaire et son suppléant. Nous avions 9 régulateurs de terminus, donc ce sont ceux-là qui sont chargés de programmer les départs des véhicules. Et un travail assez difficile mais que nous tenons à encourager parce que quand tu vois la forte demande qu'il y avait, rien que pour la formation des régulateurs et contrôleurs, on avait 59 personnes présentes dans l'AS. Rien que pour les receveurs, on avait 223 demandes. Le choix était extrêmement difficile. Rien que pour les chauffeurs, on avait 302 chauffeurs qui demandaient. Mais donc, ça veut dire quelque part que vraiment, je crois qu'en dehors de la sous-réflexe, le GIE Serigne Sané va être le plus grand pourvoyeur en tout cas d'emploi à Kolda. Et donc, je crois que sur ces 2 questions-là, vraiment, les Kolda vraiment doivent nous accompagner pour réussir ça. Ce n'est pas pour nous, mais ça appartient à tous les Koldois. J'ai confiance à la jeunesse koldoise. Même en cas de grève, les Koldois vont comprendre que si vous regardez sur les véhicules, les noms des gens, vraiment, chaque véhicule a un nom qui appartient à quelqu'un. Et en plus, je crois que rien que pour le nom de Serigne Sané, les gens vont comprendre que vraiment ce GIE appartient à des Koldois. Et je crois que donc ces jeunes de Kolda vont nous accompagner dans ça. L'autre élément important à nos yeux, on a 4 lignes. Quiconque doit emprunter un véhicule doit savoir vraiment le tracé de cette ligne-là. L'actualité internationale, c'est avec Sissa Okoli. Alors que le Kenya est frappé par un vaste scandale de corruption au sommet, le chef de l'État envisage une batterie de réformes. Parmi elles, un détecteur de mensonges pour les fonctionnaires. Ils font généralement partie du lexique juridique dans le règlement des enquêtes de police ou exceptionnellement de certains entretiens d'embauche aux États-Unis. Désormais, les tests de détecteurs de mensonges feront aussi partie du quotidien des fonctionnaires kenyans. Ce vendredi, le chef de l'État du Kenya a exigé que tous les responsables des achats et de la comptabilité des agences gouvernementales se soumettent à des tests de détecteurs de mensonges en vue d'évaluer leur intégrité. Les États-Unis ont mis leur veto vendredi 1er juin à un projet de résolution de l'ONU réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. La France a voté pour ce texte présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce silence n'est ni acceptable ni même compréhensible. Il n'est pas acceptable pour les populations palestiniennes et israéliennes, premières victimes du conflit. Il n'est pas compréhensible pour le monde qui nous regarde et jugera sévèrement notre inaction face au risque d'un nouveau conflit au Moyen-Orient, s'est indigné l'ambassadeur français aux Nations Unies, François Delattre. Au total, 10 pays, dont la Chine et la Russie, se sont prononcés en faveur de cette résolution, tandis que 4 autres pays, Royaume-Uni, Éthiopie, Pologne, Pays-Bas, se sont abstenus. Les États-Unis ont voté contre. Peu de temps après ce vote, le Conseil de sécurité a rejeté un autre projet de résolution américain, cette fois rendant responsable Hamas palestinien des récentes violences dans la bande de Gaza. Les États-Unis sont le seul pays à avoir voté pour. 11 pays se sont abstenus, tandis que le Koweït, la Bolivie et la Russie ont voté contre. Sous pression internationale depuis sa réélection contestée, le président vénézuélien Nicolás Maduro a fait libérer vendredi 40 prisonniers, dont de nombreux opposants politiques. Certains restent sous étroite surveillance. 40 détenus accusés de délits politiques, pour l'essentiel des opposants au président du Venezuela Nicolás Maduro, ont été libérés vendredi 1er juin sur décision du chef de l'État, ont annoncé les autorités. Cette mesure intervient alors que Nicolás Maduro subit une forte pression internationale après son élection contestée à un nouveau mandat présidentiel. Place à présent à l'actualité sportive et c'est avec Mafou Kouyaté. Génération Foot, 43 points, a repris la deuxième place de Ligue 1.
occupé par l'AS Douanes à l'issue de la 28e journée. Les Grenats ont battu 2-1 hier le Ndiambour de Louga, 9e, 36 points, en match de retard de la 21e journée au stade Denis Biram Ndao. Le champion du Sénégal sortant revient dans la course pour le podium. Il est talonné par l'AS Douanes, 3e, 42 points, qui devance Teungueth FC, 4e, 41 points. Le club de Rufisque compte le même nombre de points que l'AS Sonacos de Diourbel, 5e. Mbour Petite Côte arrive en 6e position, 39 points, suivi de Stade de Mbour, 7e, 38 points, et de la Linguère, 8e, 37 points. Les Lougatois ont perdu une belle occasion de s'éloigner de la zone de relégation. Ils sont suivis de Dakar Sacré-Cœur, 10e, Casa Sport, 11e, et de Niartali, 12e, qui comptent chacun 33 points. Diamba, 13e, 31 points, est logé dans la zone de relégable en compagnie de Guédiawaye Football Pro, 14e, 10 points, et de l'Union Sportive de Ouakam, 15e, 7 points, déjà relégué en Ligue 2. Au programme pour le championnat professionnel Ligue 1, 29e journée, samedi 2 juin, Mbour Petite Côte jouera contre Union Sportive de Ouakam. Ça sera à 16h au stade Alassane Djigo. Dimanche, avec 6 matchs à l'affiche, Linguère jouera contre Guédiawaye, Teungueth FC jouera contre Diambar, Niartali jouera contre Diaraf, Génération Foot jouera contre Stade de Mbour, Diambar sera opposé à la Sonacos, Dakar Sacré-Cœur jouera contre le Casa Sport. Diego Maradona, vainqueur de la Coupe du Monde 1986, ne veut pas porter le mauvais œil à son équipe nationale. À maintenant 12 jours du début de la compétition, je pense qu'ils ont une bonne chance de gagner, a déclaré le mythique numéro 10 de l'Argentine vendredi en conférence de presse. Mais je ne choisirai pas l'Argentine comme favorite, car le favori ne l'emporte jamais. Rendez-vous le 16 juin à 15h pour le premier match des Argentins face à Islande à Moscou. Placé dans le groupe C en compagnie de la France, du Pérou et du Danemark, l'Australie a remporté avec la manière son premier match de préparation contre la République tchèque, 4-0 ce vendredi en Autriche. Place à la revue de la presse. Bienvenue. Le message de pardon de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck suite à ses propos controversés sur l'islam et le conflit israélo-palestinien est le principal sujet traité par la livraison du week-end de la presse quotidienne. Le leader de Rewmi fait preuve d'élévation et demande à nouveau le pardon des musulmans, estime le quotidien L'Observateur à l'appui de sa une Idrissa Seck à genoux. Selon ce journal, l'ancien Premier ministre nie avoir dit ou fait quelque chose contre l'islam, mais avoue son imprudence d'avoir soulevé un débat mené au sein des exégètes des trois religions révélées. Le pardon sec de Idi souligne sur le même sujet le journal Le Quotidien, relayant des extraits des déclarations de l'ancien maire de Thiès. Je demande pardon à Sidi Lamine Niasse, Bamba Ndiaye, mon oncle Serigne Baye Sy Mansour. Ces trois personnalités, dont le dernier si devant Khalif général des Tidjanes, l'une des principales confréries musulmanes du Sénégal, comptait parmi les plus outrés par les déclarations de M. Seck, laissant entendre que la Mecque ne serait pas la direction indiquée de la Qibla, orientation des musulmans pour prier. Selon ces personnalités sénégalaises, en laissant entendre de tels propos, le leader de Rewmi s'est auto-exclu de la communauté musulmane. Une polémique qui a dépassé les frontières sénégalaises jusqu'à faire réagir certaines institutions internationales musulmanes. Si les propos de l'ancien Premier ministre ont fait le tour de la planète, c'est parce que Sidi Lamine Niasse, par exemple, président directeur général du groupe de presse privé sénégalais Walfadjri, s'en est fortement et fermement insurgé, écrit le quotidien du même nom. Walfadjri ajoute que les excuses de M. Seck n'ont en rien fait fléchir la position du PDG de Walfadjri. Il trouve Idrissa Seck s'est davantage enfoncé. Une polémique semble en cacher une autre au regard de la une du quotidien Enquête consacrée aux accords gaziers et pétroliers conclus entre le Sénégal et la Mauritanie. La polémique persiste à ce sujet, fait observer ce journal, alors que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a invoqué face aux députés la veille la pertinence de ratifier cet accord. Des députés de l'opposition font valoir un point de vue contraire. Cet accord est une véritable poudrière, s'insurge le député Ousmane Sonko qui suit de près cette question depuis le début. Les réserves sont au Sénégal et non en Mauritanie. Les puits qui sont dans ce pays sont secs, fait valoir de son côté le député Mamadou Lamine Diallo, une autre personnalité opposée à cet accord d'exploitation
d'exploitation signés par les deux pays voisins. Le Soleil évoque la participation du président Macky Sall au 50e anniversaire du CAMES. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur célébré à Ouagadougou, Burkina Faso. Dans la capitale burkinabé, le président Sall a effectué une visite au pas de charge. Sur invitation de son homologue burkinabé, il a participé au 50e anniversaire du CAMES avant de rendre une visite de courtoisie au Mogonaba, l'empereur des Mossi, rapporte le journal. Auparavant, signale le quotidien national Le Soleil, il avait rencontré la communauté sénégalaise vivant dans la capitale burkinabé. Bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon Ramadan à tous. Au revoir.